Chers amis, je vous ai présenté dans le chapitre précédent ma stratégie dans les décollements rétinogènes sans DPV et nous avons parlé des trous équatoriaux et des dialyses. Il nous reste quelques décollements à voir dans cette catégorie. Tout d'abord, les décollements par trou maculaire. On reconnaît le côté rétinogène sans DPV par la configuration très particulière de ces décollements d'aspect arrondi qui n'atteignent jamais leur acerata, à moins que ne se produise secondairement un DPV. On comprend que lorsqu'il n'est pas décollé, le vitré tamponne et gêne la progression centrifuge du décollement. Qu'il soit le plus souvent dans le cadre d'une myopie forte ou dans le cas plus exceptionnel du traumatisme, ces décollements nécessitent bien sûr une vitrectomie. Certes, comme nous l'avons vu dans le chapitre 9 de la macula, la hyaloïde postérieure n'est pas à l'origine du trou, mais elle maintient le trou ouvert et de plus, on sait que l'ablation de la limitante interne facilite la réparation des dégâts et qu'on a également besoin d'injecter une grosse bulle de gaz et tout cela réclame une vitrectomie. Je passerai rapidement sur les exceptionnels décollements traumatiques par trou maculaire. Je sais que c'est décrit, il y en a une vingtaine de cas dans la littérature, mais moi, je n'en ai jamais vu. Sauf peut-être ce cas où l'on peut penser qu'il y a eu un décollement transitoire puisqu'il y a des organisations sous-rétiniennes autour du trou. Mais je classerais plus volontiers ce cas dans les trous traumatiques que dans les décollements par trou traumatique. Quoi qu'il en soit, j'ai créé le DPV, j'ai fait un rexis de la limitante interne, et, avant d'injecter du gaz, j'ai enlevé ces structures sous-rétiniennes qui, à mon sens, auraient interdit toute réapplication du trou. Comme je n'aime pas laisser du sang sous la rétine, car il retarde l'action de la pompe épithéliale et peut gêner à la réapplication, j'avais l'habitude de passer le temps qu'il fallait pour enlever les derniers reliquats sanguins. C'était facile grâce au contrôle du débit d'aspiration. Le résultat, 9 mois après l'intervention, montrait une amélioration de 10 lignes. Je parlerai plus longuement du décollement par trou maculaire du myope fort. Je n'ai jamais beaucoup parlé sur ce décollement. Pourquoi? Parce que si les statistiques que j'avais faites et qui portaient sur ces 4148 décollements de première intention et qui correspondaient aux malades que j'avais opérés entre 83 et 99 ont des résultats sur le trou maculaire qui sont imprésentables. Pensez, 0, je n'ai pas eu un seul échec final et 0 injection de silicone sur 82 malades. Personne n'aurait pu croire de tels chiffres. Mais je vous rassure, dans les 10 années qui ont suivi, j'ai eu 2 échecs. Donc c'est plutôt le hasard des statistiques qui m'a donné cette statistique un peu trop bonne. Alors, quelle technique ai-je employée? Les 19 premiers malades de cette série ont été traités sans vitrectomie. À l'époque, j'utilisais la technique dite de culotte à bretelles qui permettait de faire une indentation maculaire très précise avec un patch de durmer lyophilisé, car à l'époque on ne parlait pas encore de Creutzfeldt-Jakob. Ça marchait très bien, mais je pense que c'est plus d'actualité. Donc je ne vous en parlerai pas. Puis bien sûr, comme tout le monde, j'ai fait une vitrectomie avec ablation de la hyaloïde postérieure,
mais aussi, étant donné mon expérience dans la chirurgie maculaire, un pelage systématique de la limitante interne dès 1993. Je dois avouer que cette chirurgie a toujours été pour moi la plus difficile à réaliser. D'abord parce que l'ablation de la hyaloïde et de la limitante interne ne se font pas aussi facilement que dans un décollement habituel. Bien sûr, pour s'aider, on utilise, pour enlever la hyaloïde postérieure, on utilise la triamcinolone et on essaye d'enlever cette hyaloïde jusqu'à l'équateur ou au-delà de l'équateur. Mais pour l'ablation de la limitante interne, elle ne se fait pas la plupart du temps aussi facilement qu'on le voudrait. On n'arrive pas à réaliser le limitant internorexis qu'on a l'habitude de faire. Mais aussi et surtout, ce qui gêne, c'est qu'on travaille au fond d'un puits, dans un œil tellement allongé que cela change le positionnement des mains et rend ce travail très inconfortable. Je pense que si je n'avais pas eu la lampe à fente opératoire permettant à ma main gauche de stabiliser ma pince, je n'aurais pas eu ces résultats. Et pourtant, je n'étais pas réputé pour trembler pendant l'intervention. Je vous recommande donc vraiment, si vous n'avez pas ou ne voulez pas installer de lampe à fente sur votre microscope, de placer un chandelier pour permettre à votre main gauche de stabiliser vos mouvements. Attention, les suites n'ont rien à voir avec les décollements par trou ou par trou équatorial ou par désinsertion. J'ai dû réopérer 6 malades, 4 fois pour compléter le pelage de la limitante interne, car 2 fois le trou ne s'était pas réappliqué que sur la moitié de la circonférence et 2 fois il ne s'était pas réappliqué du tout. Et également 2 autres fois parce qu'en plus de la non-réapplication, la rétine se rigidifiait sans cependant présenter de vrais plis fixes. Dans ces 2 derniers cas, j'ai pratiqué une résection sclérale équatoriale en quartier d'orange, en zone correspondant à la rétine décollée, qui, les 2 fois, a permis la réapplication rétinienne. J'aimerais faire une dernière remarque sur ces décollements difficiles. La récupération fonctionnelle n'a rien à voir avec celle que l'on obtient dans le trou maculaire standard, à rétine à plat. Ici, certes, la rétine se réapplique, les bords du trou aussi, mais souvent ils ne se rejoignent pas et ne reforment pas l'entonnoir fovéolaire. Mais on est tellement content d'avoir guéri le décollement qu'on n'y retourne pas. En tout cas, c'était à chaque fois mon attitude. Nous avons encore 2 sortes de décollements à voir dans ce cadre de décollement rétinogène. Je ne vous parlerai pas des décollements par fibrose idiopathique de la hyaloïde postérieure qui, en plus d'être exceptionnels, j'en ai traité 4 dans toute ma carrière, ne sont pas à proprement parler des décollements régmatogènes puisqu'il n'y a pas de déhiscence. Je vous parlerai par contre des décollements par fossette colobomateuse de la papille. C'est un décollement intéressant car on n'en connaît pas précisément la pathogénie. L'idée la plus répandue est qu'il s'agirait d'un défaut de fabrique comme la dialyse idiopathique. Une absence de fermeture d'une fente congénitale sur le versant temporal de la papille, qui fait donc communiquer les espaces périorbitaires ou les espaces sous-arachnoïdiens du nerf optique, on ne sait pas exactement, avec l'espace sous-rétinien. Il s'ensuit un décollement séreux, sans DPV, qui progresse très lentement. Des observations très pittoresques ont été faites, il y en a eu beaucoup, comme par exemple le passage d'huile de silicone depuis la cavité vitrienne dans les espaces rétro-orbitaires, le silicone passant à travers la fossette. La tendance actuelle est de réaliser une vitrectomie. Certains proposent d'y associer
un pelage de la limitante interne et même parfois de déposer un patch de limitante sur la fossette pour boucher la communication. Mon attitude était là encore beaucoup plus conservatrice puisque je ne proposais pas de vitrectomie de première intention, et ceci pour deux raisons. Tout d'abord parce que je suis très attaché au principe de primum non nocere. Ce n'est pas parce que j'ai peur de faire un mauvais geste, vous avez pu voir dans le cas du décollement par trou maculaire, du myope fort, que je n'hésite pas à appeler la limitante interne, même si cela est difficile, parce que la vitrectomie est déjà faite et l'ablation de la hyaloïde aussi, et que donc ça ne va pas aggraver les choses. Par contre, ça permet une meilleure réapplication du trou et surtout une meilleure réparation des dégâts. Ça ne met donc pas en cause le principe de primum non nocere. Dans le cas de la fossette, c'est différent. 56% des patients ont moins de 30 ans et 88% moins de 50 ans. Il ne s'agit pas d'yeux myopes forts. Et entraîner une cataracte chez ces patients FAC n'est donc pas anodin. Et même s'il n'y avait qu'une chance sur deux de guérir ces patients sans prendre le risque de la vitrectomie, et à condition qu'on n'aggrave pas les choses, bien sûr, ça vaudrait le coup de le faire, quitte à faire une réintervention une fois sur deux. Et vous voyez que je suis cohérent avec cette philosophie dont nous avons déjà parlé, ne serait-ce que dans le chapitre précédent. Une récidive, ce n'est pas grave si vous n'avez pas entraîné de dégâts lors de la première intervention. Alors, je sais bien qu'aux États-Unis, le CMS mesure la qualité de soins et le paiement d'un médecin en fonction de son taux de succès en une intervention. Paul Tornamby nous avait montré d'ailleurs à Venise lors du congrès de 2015 que le fait d'augmenter le traumatisme pour obtenir plus de chances de guérison en une seule opération ne coûtait pas forcément moins cher à la société. Eh bien, je suis complètement d'accord avec lui. Un succès anatomique de première intention ne doit pas être obtenu de force au coût d'une acuité visuelle plus basse ou d'un confort altéré. Je préfère être opéré de l'appendicite 2 fois qu'une seule fois de péritonite. Alors, vous trouvez peut-être que je suis un peu trop bavard, mais c'est parce que je pense que le raisonnement est plus important à vous transmettre que la technique, qui, elle, peut évoluer en fonction des découvertes. Et que les motivations, les justifications du raisonnement sont ce qu'il y a de plus important dans l'enseignement. J'ai retenu de mon maître Mireille Bonnet son enseignement sur la préservation des résultats fonctionnels beaucoup plus que sa technique de culotte à bretelles pour les décollements par trou maculaire du myope fort. La deuxième raison qui m'incite à ne pas faire de vitrectomie de première intention me rappelle cette phrase philosophique de notre confrère d'Afrique du Sud, Bernard Wolff. « If you fail, don't fail miserably ». Ce qui veut dire, en cas d'échec, ayez toujours une porte de sortie honorable. Dans la fossette, le vitré n'est pas décollé et n'est pas malade. Et la seule façon d'obtenir une PVR, et donc d'avoir, comme dit Wolff, une évolution misérable, c'est de faire une vitrectomie. Donc donnons la chance aux malades d'être traités au moins en première intention, sans vitrectomie. Alors vous allez me dire, ok, mais encore faut-il que le premier traitement ait un taux de guérison acceptable. Eh bien, dans ma statistique de 2013, j'avais 13 cas consécutifs de décollement par fossette colbomateuse. 11 ont été guéris en première intention. Les 2 autres ont guéri après une reprise chirurgicale avec vitrectomie et pelage de la limitante interne et même un petit complément de laser. Je pense donc que ça vaut la peine d'essayer cette technique que je vais vous présenter grâce à un exemple. Il s'agit d'une jeune patiente de 27 ans
qui a 3/10 à son œil gauche, avec une large bulle de décollement séreux, vue à l'OCT, avec ici en bas à droite une section passant par la macula. Voici donc ce que j'ai fait et ce que je vous conseille de faire. Programmez le malade en première place de votre session opératoire. 2 heures avant, pratiquez 2 rangées de laser rouge sur le bord temporal de la fossette, profitant donc de ce que la rétine est décollée pour ne pas risquer de toucher le neuroépithélium. Pourquoi du laser rouge? Parce qu'il m'a été dit qu'il permettait des brûlures plus postérieures, exposant donc moins à des lésions du neuroépithélium. 2 heures plus tard, au bloc opératoire, vous pouvez constater les marques de laser, c'est alors que vous pouvez pratiquer une ponction de la chambre antérieure avec une aiguille spatulée, celle du Vicryl 8.0, ce qui, encore une fois, retire un volume de 0,3 cc. Puis injecter une bulle de 0,4 cc de C3F8. C'était d'ailleurs une de mes seules indications d'injection de C3F8. Lorsque par chance le décollement séreux était plus étalé que dans ce cas, je complétais par un drainage externe de ce décollement, drainage très postérieur, et pour ne pas risquer d'hémorragie, je le faisais le long de l'artère ciliaire postérieure longue en temporale de son entrée dans l'œil. Ce drainage additionnel avait 2 avantages. D'une part, il mettait la rétine à plat, mais également et surtout, il permettait d'injecter plus de gaz, ce qui évitait au malade un positionnement strict. Dans notre cas, n'ayant pu injecter que 0,4 cc, ce qui, après expansion, donne 1,6 cc, le malade avait l'obligation de tenir une position bulle. Et d'ailleurs, on voit bien que le lendemain de l'opération, la bulle fait moins de 50% du volume du globe. Après 40 jours, l'acuité visuelle a augmenté de 3 lignes. La macula est à plat, mais il persiste encore un peu de liquide sur la partie inférieure du décollement. Voici l'OCT sur la macula et en inférieur. Il n'y a plus de liquide au voisinage de la fossette. Le liquide inférieur mettra 5 mois à disparaître. Donc vous voyez, cette technique marche bien et n'ampute en rien le devenir de cet œil en cas d'échec. Mon secret était de pratiquer le laser juste avant l'intervention, profitant de ce que la rétine était décollée. Par contre, la position bulle doit être tenue pendant au moins 5 à 7 jours et vous devez prévenir d'entrée le malade que la guérison totale mettra au moins 6 mois, voire 1 an pour se réaliser. Il nous reste à parler d'un dernier cas de décollement rétinogène, le schizis décollement. Il s'agit d'un décollement rare compliquant un simple rétinoschisis dans 5% des cas environ, voire encore moins quand on se limite au décollement rétinogène. Il est donc, dans l'immense majorité des cas, unilatéral, mais l'autre œil a par contre toujours un rétinoschisis, bien sûr. Il est lié à la coexistence entre des trous sur le feuillet externe, souvent larges, aux bords enroulés, et une petite déhiscence du feuillet interne, souvent difficile à voir. Pour atteindre l'espace sous-rétinien, le liquide doit donc se frayer un passage dans toute l'épaisseur du rétinoschisis, ce qui explique l'évolution extrêmement lente de ces décollements. J'ai dû en opérer une vingtaine. Les 2 ou 3 premiers, je les ai opérés comme on m'avait dit de le faire, en faisant une indentation
Mais cette indentation n'est pas facile à réaliser car les trous externes sont très larges, étagés, parfois postérieurs, et qu'il n'y a pas de place pour injecter une bulle de gaz. J'ai donc essayé une simple cryoponction gaz, et comme ça marchait, j'ai réalisé tous les cas suivants par cette même technique sans aucun échec. Je dois même vous avouer que pour les 10 derniers cas, j'ai évacué grâce à la ponction non seulement le liquide sous-rétinien, mais aussi en appuyant assez fort sur l'œil, tout ou partie du rétinoschisis, c'est-à-dire du liquide intrarétinien. Ce qui était super car ça me permettait de traiter facilement par cryo le trou du feuillet interne, alors qu'avant j'avais beaucoup de mal à le faire puisqu'il fallait que la cryo traverse toute l'épaisseur du rétinoschisis. Ce fut d'ailleurs pour moi une surprise de voir qu'on pouvait vider un rétinoschisis. J'ai par contre gardé le souvenir d'avoir eu à 3 ou 4 reprises des petites hémorragies sous-rétiniennes sans trop de gravité. Cela était probablement lié au fait que, comme la cryo des larges trous externes était très étalée et que je ponctionnais après avoir réalisé la cryo, je devais donc ponctionner dans des zones ayant eu une vasodilatation réflexe liée à la cryo. La solution serait peut-être de faire le drainage avant la cryo. Je ne sais que vous dire. Alors voilà, nous avons terminé les décollements rétinogènes sans DPV de stade 0. Comme vous le voyez, une seule indication de vitrectomie, les décollements par trou maculaire du myope fort. Pour les autres décollements, seule une pathologie intercurrente ou une maladresse thérapeutique, une maladresse chirurgicale, peut justifier une vitrectomie. Et puisqu'on est dans les stades 0, je vous ai dit que j'avais rencontré des décollements par déchirure sans pigment intravitréen. Ces décollements-là, je les considérais comme des décollements vitréogènes habituels de stade A. Cette absence de pigment intravitréen ne justifiait pas, pour moi, qu'on change de stratégie par rapport au décollement vitréogène de stade A. Et cela nous fait la transition pour parler d'un groupe de décollements suivants. Entre les décollements rétinogènes de stade 0 et les décollements vitréogènes de stade A, j'individualisais un groupe que j'appelais 0A. Dans ce groupe, certes, le pigment est passé dans le vitré parce qu'il y a un DPV, mais l'action du vitré reste nulle ou insignifiante, en tout cas très modérée. On retrouve dans le groupe ce que j'ai appelé les décollements en 2 temps, qui sont des décollements liés la plupart du temps à des micro-déchirures en coup d'ongle, souvent sur la partie postérieure d'une palissade. Ce décollement est resté très longtemps limité, comme peut en témoigner une petite ligne de progression, et brutalement, lors de l'extension massive du DPV, le décollement a progressé d'un seul coup, comme peut en témoigner un aspect moins transparent. Mais cela n'empêche pas que la traction à l'origine de la microdéchirure est insignifiante. On peut y rapprocher aussi les décollements avec le même genre de microdéchirure en coup d'ongle, mais survenant cette fois sur un DPV complet. On peut être sûr qu'il est complet lorsqu'il y a cette grosse paire de fesses inférieure et on s'attachera alors particulièrement à vérifier sur toute la périphérie décollée une absence de traction sur la base et surtout l'absence de pli rétinien circonférentiel qui pourrait témoigner d'un début de contraction de la base du vitré. Si rien n'est visible, on peut considérer que ce cas rejoint le cas précédent et l'on peut pratiquer, comme dans le cas que je vais vous montrer, une cryoponction gaz. Donc cryo d'une petite déchirure en coup d'ongle. Installation de l'œil.
ponction à l'équateur, à l'aiguille 8,0, et injection de gaz ou d'air. On va aussi naturellement regrouper dans ce cadre les décollements rétinogènes présentant un DPV, comme je vous en ai déjà parlé, avec les décollements par trou, qu'ils soient équatorial ou maculaires, comme c'est le cas ici, et si le DPV apparaît secondairement, il peut donner lieu à l'aspect d'un décollement en deux temps, ou des décollements par dialyse, dont voici un exemple, où je ne sais pas par où peut passer le pigment, car on est au milieu de l'assertion, en plein milieu du vitré, mais il passe. Dans tous ces cas, j'aurai les mêmes indications que pour les décollements rétinogènes, en faisant beaucoup de cryoponction gaz. Peut-être même plus que dans les décollements rétinogènes, car les décollements de stade 0A sont d'ordinaire plus proéminents et donnent donc plus de liquide à drainer. Alors je suis d'accord qu'en faisant ces cryoponctions gaz, je faisais courir un petit risque aux malades de ce que je n'ai pas pu apprécier très précisément s'il y a eu ou pas un début de contraction de la galette vitréenne. C'est difficile à voir quand le décollement est proéminent. Quand le décollement est plat, on voit cette contraction vitréenne sous la forme d'un petit pli rétinien circonférentiel. Mais quand la partie postérieure de la base vitrée est repoussée à l'intérieur par un décollement très bulleux, l'attraction de la galette est par là même relâchée. Et il faut parfois céder des mouvements de l'œil, demander aux malades, regarder à droite et à gauche, pour apprécier la liberté de flottaison de la rétine décollée. Je n'ai pas de statistiques sur ces décollements de stade 0A. Je sais que j'ai eu des non-guérisons de première intention et des récidives, et donc que j'ai eu des reprises chirurgicales. Par contre, ce que je sais aussi, c'est que je n'ai jamais eu d'échec final, ni d'injection de silicone. Ça veut donc dire que si j'ai échoué en première intention, je n'ai jamais échoué misérablement, pour citer Bernard Wolff. Et que cette stratégie dans les stades 0A est là aussi plus qu'acceptable. Dans le prochain chapitre, nous parlerons des décollements vitréogènes de stade A, et là, ça va se compliquer un peu. À bientôt donc.